sur le programme PCI au Burundi. Mais nous disons que dans la première partie, nous allons avoir une mise à jour sur la situation épidémiologique dans la région d'Afrique. Et cela nous sera présenté par notre collègue Félix Ingabire d'Africa CDC. Et l'orateur de ce jour, c'est le professeur Azouz que nous aurons à présenter après que la situation épidémiologique nous soit donc faite. Chers amis, bonjour. Quelques indications par rapport à notre participation. Nous demandons à tout un chacun d'entre nous de pouvoir prendre note sur les différentes interventions qu'il voudrait bien en sens des questions et les mettre dans la boîte de questions et réponses. Et en ce moment-là, nous allons y aller systématiquement pour y répondre. Bienvenue donc à cette série qui nous permet de pouvoir renforcer la prévention et le contrôle des infections sur le continent africain. Chers collègues, nous allons passer maintenant la parole au collègue Félix Ingabire. Merci donc pour la participation et votre présence. Félix? Sorry, Felix has not joined yet. On peut aller avec... Dans ce cas-là, nous allons présenter le professeur Azouz et puis nous passerons donc à la mise à jour d'Africa CDC un peu plus tard avec votre autorisation. Chers collègues, qui est professeur Azouz? Parce que c'est une grande opportunité pour nous de savoir de qui nous parlons et qui nous parle donc en cet après-midi. Le professeur Azouz est professeur paramédical et chercheur à l'Université de Gabès en Tunisie et avec MRS, sciences infirmières, santé publique et dans la qualité des soins ainsi que la prévention et le contrôle des infections. Le professeur Azouz que nous avons donc le plaisir de recevoir en ce jour et qui a aussi la joie de partager son expertise, est expert international en prévention et contrôle des infections ainsi qu'en hygiène, eau et assainissement. Il a une large expérience dans plusieurs pays où il a été consultant pour l'OMS et il est aussi expert en la maladie Ebola, donc un virus Ebola, ainsi que dans la préparation de la réponse et aussi il est très aguerri ici dans la COVID-19. Son expérience, il nous la partagera aujourd'hui, ainsi que dans les projets d'implémentation de projets PCI au niveau national et aussi international dans les structures des soins sanitaires. Bien-aimés, s'il vous plaît, chers collègues, cela étant dit, professeur, à vous donc la parole et nous sommes à vous pour vous écouter et pour bénéficier de votre expertise. Bon après-midi à tous et bonne attention. Merci bien, cher ami, Dr Valérie. On souhaite le bienvenu à notre panéliste, professeur Boubacar Ndoye aussi, et à tous les collègues qui sont présents, que je vois partout de l'Afrique. Vous êtes tous les bienvenus et on espère ensemble contribuer dans les mesures de prévention et contrôle de l'infection dans notre continent africain et être à jour par rapport à toutes les données et les avancées scientifiques. S'il vous plaît, avant de commencer, chers collègues, de présenter spécifiquement les mesures de prévention et contrôle de l'infection dans les services spécialisés, comme ça a été dans les autres séries de webinaires, et plus spécifiquement aujourd'hui dans les unités de soins intensifs ou de réanimation. Permettez-moi de vous rappeler qu'en parallèle avec ces mesures de prévention et contrôle de l'infection, il y a des campagnes de vaccination qui sont en cours et qu'il faut encourager et cadrer et accompagner. Il y a des mesures et des cadres de prise en charge spécifiques pour les malades avec les différents niveaux de leur maladie. Alors s'ajoutent nos mesures de prévention et contrôle des infections. Le présent document, cette présentation
vous allez trouver à la fin les références à partir desquelles soit j'ai traduit ou compilé ou ramené pour vous les informations spécifiques que je vais présenter aujourd'hui. S'il vous plaît, veuillez, comme l'a dit Dr Valérie, prendre note. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, ayez le temps de l'écrire dans la rubrique, l'icône question et réponses. Et on serait très ravis avec les collègues panélistes de répondre à vos questions. Alors, le contexte. Alors, comme vous le savez, la prestation de soins aigus aux patients gravement malades est un défi mondial, quelle que soit la capacité du système de santé. L'efficacité des soins intensifs, dont principalement l'observance des mesures de prévention en cas d'infection, dépend de la disponibilité de ressources et de la gestion rigoureuse qui sont souvent limitées dans les pays, bien sûr, à ressources faibles et aussi même dans les pays à ressources élevées ou intermédiaires. Le fardeau des maladies graves dans les pays à faible revenu est important et va probablement augmenter avec l'urbanisation croissante, les épidémies émergentes, ça a été avant Ebola et maintenant le cas de Covid, et l'accès aux hôpitaux. Les données sur la capacité de soins intensifs, compte tenu de l'accès à la fois aux ressources physiques et aux professionnels de santé, sont essentielles pour la planification du système de santé. Mais généralement, elles sont absentes ou difficiles à trouver dans les pays à faible revenu. Je prends l'exemple de l'Afrique. Alors, il y a une seule étude, alors là, qui a plus ou moins, dans laquelle j'ai pu trouver quelques indicateurs par rapport aux unités de soins intensifs et le nombre de lits en Afrique, et le lien est partagé avec vous. Alors, compte tenu de ces données qui sont manquantes, que ce soit le nombre d'unités de soins intensifs ou le nombre de lits dotés à ces unités-là, alors c'est là vraiment difficile de planifier dans le système de santé la prise en charge ou voire même la riposte contre la pandémie Covid. Alors, ces différentes données, ainsi que celles données sur l'organisation des unités de soins intensifs et des unités de soins d'urgence, sont peu disponibles en Afrique, avec des disparités énormes entre les pays. Et dans un même pays, on peut le voir dans beaucoup de pays, entre une province et une autre, et dans une même province ou district entre formations sanitaires. La dimension épidémiologique, les caractéristiques cliniques de la maladie à COVID-19 ne sont pas spécifiques et ne distinguent pas facilement des autres causes de pneumonie communautaire sévère. Ici, vous allez voir que les collègues vraiment qui prennent en charge les cas de pneumonie dans les services de réanimation, alors souvent ils ont des difficultés à distinguer, et parce que pour le Covid, les signes cliniques, les caractéristiques cliniques de Covid ne sont pas vraiment spécifiques et ne sont pas faciles à distinguer des autres pneumonies ou affections respiratoires dont l'atteinte sur la fonction respiratoire. À mesure que la pandémie s'aggrave, les praticiens des unités de soins intensifs devraient avoir de plus en plus un indice de suspicion élevé et un seuil bas pour les tests diagnostiques de Covid. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre en considération que toute personne qui vient avec une détresse respiratoire, de problème respiratoire, doit être prise en charge comme étant un cas Covid-19. Les praticiens de soins intensifs, les administrateurs des hôpitaux, le gouvernement et les décideurs doivent se préparer tôt à une augmentation substantielle de la capacité de soins intensifs, ceci sous peine d'être submergé par la pandémie. D'accord? Alors, le nombre médian des lits de soins intensifs pour 100 000 habitants, dans l'étude pour laquelle j'ai reçu la référence pour vous, était de 2,3 lits dans 10 pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, 4,6 dans 5 pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, 12,3 dans 8 pays à revenu élevé. Ça vous donne une idée que vraiment en Afrique, il y a un grand manque de nombre des lits ou des unités de soins intensifs, et aussi le nombre des lits dans ces unités de soins intensifs par rapport au nombre total de la population. Dans les unités de soins intensifs,
il y a des procédures de soins en dehors des soins généraux qui peuvent être prodiguées et dont on a parlé dans beaucoup de présentations avant. Il y a des procédures spécifiques générant des aérosols, alors, dans les unités de soins intensifs. Alors, ces procédures comprennent, comme vous le savez, l'intubation endotrachéale, parfois on peut faire des bronchoscopiques, soit rigides ou surtout avec des fibres optiques, les aspirations ouvertes, les ventilations manuelles avec avant l'intubation, on peut avec l'embobage, la ventilation à pression positive non invasive, les trachéotomies et la ressuscitation ou la réanimation cardio-pulmonaire qui peut être pratiquée dans les unités de soins intensifs. Toutes ces procédures peuvent générer des aérosols. Ces procédures ont été associées à un risque accru de transmission COVID et nécessitent des mesures de protection respiratoire spécifiques. Alors, le risque infectieux d'autres procédures liées à la procédure d'aérosol, comme l'administration d'un traitement par nubilisation, n'est pas clair et il n'y a pas de consensus sur leur classification en étant des procédures générant des aérosols. Alors, les procédures générant des aérosols devraient idéalement être effectuées dans une salle d'isolement à pression négative. Le nombre de personnes dans la salle doit être limité au minimum lors de telles mesures. Et lors de notre présentation sur mesures de prévention des infections aéroportées, on a parlé que dans le cas de manque vraiment d'un système d'aération mécanique avec une pression négative, alors il y a d'autres options qu'on a recommandées, parmi lesquelles dans beaucoup de pays africains, alors c'est l'aération, la ventilation naturelle. Toutes les personnes présentes doivent porter un respirateur bien ajusté, une visière ou des lunettes, une blouse de protection imperméable à manches longues et des gants. Bien sûr, en cas de pénurie, il est recommandé que le respirateur soit prioritaire pour les collègues qui procèdent qui travaillent ou qui font des procédures qui peuvent générer des aérosols. Alors, les considérations PCI dans les unités de soins intensifs, alors vis-à-vis de ces procédures générant des aérosols, alors le COVID est extrêmement transmissible. Chaque cas peut s'aimer plus de 2 cas secondaires. Alors, l'OMS, dans ses études, évoque un taux de 14% de soignants infectés au niveau mondial. Et bien sûr, vous allez voir que le personnel qui travaille dans les unités de soins intensifs et ceux qui pratiquent une prise en charge avec des actes de soins générant des aérosols sont plus à risque. L'OMS recommande généralement l'observance de précautions standards et spécifiques lors des soins. L'OMS recommande que les EPI destinés aux agents de santé fournissant des soins directs aux patients atteints de COVID comprennent les masques chirurgicaux ou médicaux qu'on appelle, des blouses à usage unique, des gants, une protection oculaire avec soit du lunette ou un écran facial. Bien sûr, pour le procédure générale des aérosols, comme on l'a dit tout à l'heure, les intubations et les autres, alors les masques doivent être des respirateurs type N95 ou équivalent FFP2 ou autres qui sont disponibles. Et les blouses ou tabliers doivent être résistants au liquide, c'est-à-dire vraiment imperméables, pas seulement imperméables légèrement, mais résistants au liquide. Ça, ce sont les considérations PCI à prendre en considération pour les professionnels de santé travaillant dans les unités de soins intensifs ou toute autre unité qui prend en charge des patients COVID-19. Pour le port et retrait des EPI, juste des petits rappels. Alors, bien que les agents de santé se concentrent souvent sur le port d'EPI, les données suggèrent un risque plus important d'autocontamination lors du retrait des EPI. Et ça, chers collègues, on le rappelle souvent et on le dit, et vous le dites vous-même à vos collègues, s'il vous plaît, faites attention, surtout lors du retrait des EPI, parce que les fautes sont contaminantes et parfois comportent un grand risque pour le professionnel. Il faut qu'il y ait une formation sur les étapes spécifiques pour le port et retrait, ainsi que l'hygiène de main qui est toujours cruciale. Pour ce qui est des téléphones portables, les agents de santé peuvent être contaminés. Ceci doit être nettoyé régulièrement ou emballé avec des sacs, pour les sacs en plastique pour l'échantillon, bien sûr qu'il doit être jeté après contact avec un patient ou quotidiennement. L'établissement
d'une culture de sécurité et l'encouragement du personnel à signaler des erreurs de protocole sont utiles pour réduire la transmission nosocomiale du SARS-CoV-19 dans les unités de soins intensifs. Le professionnel de santé doit être conscient que vraiment, qu'ils sont conscients qu'une culture de sécurité doit être établie dans leur établissement, dans leur service, entre eux comme équipe des collègues, et ils doivent aussi être encouragés par leurs responsables, les chefs de service et les surveillants, et toute autorité même nationale. S'il y a dans le protocole des observations ou des erreurs ou des amendements à faire, qu'ils le fassent et qu'ils soient ensemble, vraiment, qu'ils collaborent ensemble pour établir une culture de sécurité dans leur service. Alors, comme vous le savez, par rapport aux usages des EPI, les unités de soins intensifs et aussi les unités de soins spécialisées consomment un nombre important des équipements de protection individuelle, surtout ceux qui sont à usage unique. Et comme vous le savez, ça a été très grand au début de l'épidémie, ensuite ça a diminué, mais ça demeure un problème, la disponibilité des équipements de protection individuelle. Alors, il faut vraiment encourager les professionnels de santé, les responsables et les collègues dans le service d'unité de soins intensifs pour une approche sur l'utilisation rationnelle, surtout en cas de pénurie et bien sûr lors des exécutions de soins dans les unités de soins intensifs. Alors, en cas de pénurie, les approches suivantes peuvent être envisagées pour réduire la consommation et maximiser l'utilisation des EPI si elles sont conformes, bien sûr, à la réglementation et au code de pratique en matière de santé et sécurité au travail. SST, c'est la santé et sécurité au travail. Les approches peuvent être envisagées pour réduire la consommation et pour maximiser l'utilisation des EPI, mais les mesures qui doivent être envisagées doivent être conformes à la réglementation, les recommandations, que ce soit nationales ou de fabricants, et bien sûr au code de pratique en matière de santé et sécurité au travail. L'utilisation prolongée, par exemple, on prend l'exemple, le même respirateur N95 peut être utilisé pour soigner, écoutez-moi bien s'il vous plaît, plusieurs malades atteints de COVID-19, ceci à condition que le respirateur N95 ne soit pas enlevé entre les patients et ne soit pas endommagé, souillé ou contaminé, bien sûr, ou autre contre-indication spécifique du fabricant. On peut continuer à l'utiliser, le respirateur, c'est utilisé pour soigner, s'il n'a pas été enlevé, s'il n'a pas été souillé avec nos mains, on peut l'utiliser entre les mêmes patients, et qui ne soient pas même endommagés, coupés, ou même les élastiques, les lacets qui sont un peu, ne sont plus là tendus, s'il a été souillé ou on a suspicion de contamination, et bien sûr s'il n'y a pas d'autres contre-indications spécifiques de la part du fabricant sur l'usage des équipements de protection individuelle et spécifiquement le masque N95. Les respirateurs sont généralement jetés après utilisation, mais en cas de pénurie, ils peuvent être réutilisés un nombre limité de fois, sauf s'il existe un risque de contamination par dépôt de particules infectieuses sur les surfaces, comme les liquides biologiques ou autres matières organiques contaminantes. Dans une des présentations en rapport avec les EPI, on a parlé même des moyens qui sont disponibles pour parfois même la décontamination, les réutilisations des équipements de protection individuelle et principalement le respirateur N95. Alors, ici, il faut prendre en considération que le risque que la surface des masques chirurgico-médicaux des respirateurs soit contaminée par des gouttelettes est considéré comme plus faible lorsqu'ils sont couverts d'une visière. C'est-à-dire, si on porte le respirateur N95 et on porte une visière, alors là, ici, le risque que la surface, que le respirateur soit contaminé, il est moindre. Alors, dans tel cas, la réutilisation du respirateur peut être considérée comme une option de dernier recours pour épargner les EPI. Plusieurs procédures différentes ont été testées pour la décontamination des respirateurs en cas de pénurie et ils sont disponibles. Vous pouvez les voir sur le site
de Africa CDC dans les autres présentations des webinaires, des autres webinaires. Alors, l'environnement de soins. La décontamination de surface est également essentielle à la prévention des infections. Et s'il vous plaît, il ne faut pas la négliger. Alors, les pulvérisations ne sont pas aussi efficaces que la décontamination. Et même l'OMS, et comme vous le savez, on le répète, on ne préconise pas la pulvérisation. Mieux vaudra décontaminer. Et la décontamination dans ces étapes, le nettoyage et ensuite la désinfection. Alors, le virus COVID-19, le SARS-CoV-2, viable, il peut persister sur une surface inanimée telle que le plastique et l'acier, même inoxydable, jusqu'à 72 heures. Une contamination de l'environnement par le virus a été détectée sur le mobilier aussi, l'équipement dans la chambre, dans les toilettes, sur le poignet de porte, le garde-corps du lit, les registres d'extraction d'air et les ascenseurs. Alors, l'élimination immédiate et appropriée des objets souillés est également justifiée car le SARS-CoV-19 peut être transmis par voie fécale. Alors, je continue avec le nettoyage des infections et j'ajoute aussi l'élément gestion des déchets dans les unités de soins intensifs. Les agents de nettoyage doivent être correctement formés aux procédures de nettoyage et à l'élimination des déchets et recevoir des instructions appropriées. S'il vous plaît, ayez la peine de prendre soin des agents de nettoyage et de les former correctement parce qu'ils peuvent commettre des fautes qui peuvent vous mettre à risque d'être contaminés et aussi pour vos patients. Alors, il faut les bien former, les bien orienter, accompagner et encadrer. Et surtout, qu'ils évitent les sorties et les va-et-vient. Normalement, le professionnel de santé travaillant dans une unité de soins intensifs et spécialisée, alors là, ne doit pas quitter leurs unités de soins durant leur shift de travail. Alors, le personnel chargé de travail, de nettoyage et de l'environnement et de la gestion des déchets doit porter un masque médical, des lunettes de protection et des gants. Et bien sûr, les gants doivent être des gants résistants, type gants de ménage et une blouse spécifique. Et s'ils vont manipuler des liquides biologiques ou des déchets ou du matériel avec risque d'exposition à des liquides biologiques, ils doivent porter un tablier en plastique sur leur blouse. Le nettoyage régulier suivi d'une désinfection est recommandé en utilisant les désinfections hospitaliers actifs contre les virus. Alors, le nettoyage, il est régulier. Quand on dit régulier, c'est-à-dire au moins 2 fois par jour et surtout à chaque fois que c'est nécessaire. À la sortie d'un patient, quand il y a des souillures qui sont nettes ou suspicion qu'il y a contamination d'une surface ou d'un lit. Les appareils et les machines devront être nettoyés, désinfectés régulièrement. Bien sûr, ici, les appareils et les machines doivent être désinfectés et nettoyés selon les recommandations des fabricants. Et personnellement, je recommande pour les machines et les appareils qui sont délicats, que ce soit le personnel soignant, que ce soit infirmier ou technicien d'anesthésie ou autre personnel paramédical dans l'unité de soins intensifs, qui le font eux-mêmes, c'est-à-dire la désinfection, le nettoyage de désinfection de machines et appareils qui sont souvent coûteux et fragiles, mieux que le recommander, de demander aux agents de nettoyage de le faire. Sauf si vraiment l'agent de nettoyage il a été bien formé, initié et suivi pour qu'il le fasse. En cas de pénurie de désinfectants hospitaliers, les surfaces peuvent être décontaminées avec l'hypochlorite de sodium à 0,5% après nettoyage avec un détergent neutre. Les surfaces qui ne tolèrent pas l'hypochlorite de sodium, c'est le javel ou le sodium, peuvent être nettoyées avec un détergent neutre. Bien sûr, ici, ceux qui ne tolèrent pas ou il n'est pas recommandé d'utiliser l'hypochlorite de sodium, qui est l'eau de javel, alors on peut le nettoyer avec un détergent neutre et le suivi d'une décontamination avec l'éthanol à 70%. Il y a des désinfectants hospitaliers qui sont disponibles dans des pays et que
les responsables d'hygiène hospitalière dans l'hôpital, alors là, mettent à leur disposition qu'ils peuvent utiliser. Sinon, ils peuvent utiliser, comme on l'a dit, l'hypochlorite de sodium ou autre produit qui est recommandé par les responsables d'hygiène. Le personnel chargé de la gestion des déchets doit recevoir et porter un EPI approprié. S'il vous plaît, ne les laissez pas travailler avec les mêmes EPI qui sont contaminés le long de la journée ou plusieurs jours, voire pour plusieurs semaines, et qui ne sont pas propres ou qui sont déchirés ou qu'on voit nettement qu'il y a des souillures avec des liquides biologiques ou autres. Les déchets doivent être traités comme des déchets cliniques infectieux. Les visites, comme vous le savez, normalement, elles sont interdites pour les unités de soins intensifs, sauf qu'il y a des services qui ont aménagé des vitres, c'est-à-dire ils ont des rideaux de l'intérieur. Il y a des vitres qui permettent aux parents d'avoir accès ou de voir leur famille ou à travers des fenêtres. Normalement, comme je l'ai dit, devraient être restreintes ou interdites pour empêcher toute autre contamination, sauf peut-être pour les mourants imminents ou d'autres indications ou d'autres situations que le professionnel de santé juge nécessaire la visite de la famille. Si il est possible aussi, je l'ai dit plusieurs fois, visioconférence et les téléphones aussi portables, mais pas celui de professionnel de santé ou d'autres interfaces peuvent être utilisées pour la communication entre les membres de la famille et les patients ou les agents de santé. Les infrastructures des unités de soins intensifs. Alors, pour protéger les patients, les agents de santé, les patients gravement malades avec un Covid suspecté ou confirmé, devraient idéalement être admis dans une salle d'isolement pour infection aéroportée si disponible, en particulier si des procédures généralisées le sol sont effectuées. Alors, ici, dans les limites du possible, dans une unité de soins intensifs, on peut avoir des box ou des chambres spécifiques pour l'isolement des cas confirmés Covid. Sinon, maintenant, on voit dans beaucoup de pays que vraiment, vu le nombre élevé des patients qui sont soit suspects ou confirmés ayant Covid, qui sont admis dans les unités de soins intensifs, alors là, toutes les unités de soins spécialisées intensifs ou pour la réanimation, autre type de réanimation, alors là, malheureusement, ils sont devenus des grands espaces ou infrastructures d'isolement. Ces salles d'isolement sont limitées, voire absentes dans les pays à faible revenu. Ça, c'est connu pour la majorité d'entre nous. Bien sûr, si ces salles ne sont pas disponibles, les patients peuvent être placés dans des chambres individuelles suffisamment ventilées avec les portes fermées comme recommandé par l'OMS. Bien sûr, si ces patients vraiment ne nécessitent pas une intubation et ventilation mécanique, ils peuvent être maintenus. Sinon, il y a des pays où ils ont rendu disponibles ces salles-là. Ils ont pu avoir aussi des respirateurs disponibles pour les patients en isolement. Lorsque les salles de soins intensifs simples ne sont pas disponibles, l'accord des cas dans des chambres partagées avec un personnel dédié est une alternative avec des lits, bien sûr, espacés. Comme le dit souvent, il faut garder au moins la distance de 1 à 2 mètres entre les lits. Risque de transmission en gouttelettes air dans les chambres partagées, en particulier lorsque des procédures générales aérosols sont effectuées. Il faut toujours prendre en considération si on a encore des patients qui sont admis ou des chambres partagées par d'autres patients. Si on va pratiquer des soins ou des procédures qui vont générer des aérosols pour un patient, alors le reste des patients sont exposés à un risque de contamination ou transmission de contamination par gouttelettes et voire par air. Et on peut envisager aussi la mise en disponibilité des patients, des masques vivant dans les chambres, dans des chambres partagées. Alors, les masques à oxygène à filtre EPA, High Efficiency Particular Air, peuvent offrir une certaine protection aux autres patients. C'est-à-dire, si on a un patient qui est sous oxygène, vous voyez en bas, on peut donner des masques, mais malheureusement, ces masques-là ne sont pas toujours disponibles, ils sont un peu chers aussi dans les pays à faible revenu. Alors, sont une solution pour les patients en oxygénothérapie. Les capacités des unités de soins intensifs, chers collègues, on sait très bien, on sait très bien que si la capacité d'accueil ou de lit par rapport
à la surface dédiée à une unité de soins spécialisée, une unité de soins intensifs, voire même d'un service hospitalier, elle est dépassée. Alors, ça augmente la charge de travail du personnel, ça augmente les risques de contamination ou de transmission d'infections associées aux soins, voire de transmission ici de cas du virus COVID-19. Alors, contrôler la propagation communautaire de COVID est difficile, mais possible et crucial. Alors, comme vous le savez, tous, les populations partout dans le monde, vraiment, ils sont arrivés à un point et ils ne tolèrent plus. Ça fait presque maintenant, presque une année et demie, que tout le monde est sous la pression et sous contrainte et l'observance de mesures de prévention communautaire, alors, à un point que c'est devenu parfois, voire souvent difficile dans beaucoup de lieux. Alors, mais ce contrôle-là, il est possible et crucial pour la simple raison pour qu'on puisse préserver la capacité de soins intensifs. Sinon, on va arriver à un point où on va avoir des patients, le nombre de patients qui dépasse de loin la capacité d'accueil et on va avoir des patients qui sont en train de mourir dans le couloir, voire dans les urgences, voire devant les hôpitaux. La modélisation nationale et régionale des besoins en soins intensifs est cruciale. Alors, normalement, au niveau de la nation, au niveau de chaque région du pays, alors là, ils doivent avoir des modélisations spécifiques aux besoins en matière de soins intensifs. De nombreux pays peuvent ne pas avoir suffisamment de lits aux soins intensifs au départ, sans parler de l'isolement ou des chambres simples. Ça, on le sait. Et j'aurais aimé même poser une question à tous nos collègues, il y a maintenant presque une centaine qui sont présents. Alors, s'ils ont vraiment des unités de soins intensifs dans leur région. Et si ces unités de soins intensifs ont un nombre de lits qui sont équipés pour prendre en charge la réanimation des patients qui nécessitent des réanimations. Alors, comme je dis ici, de nombreux pays ne peuvent pas avoir suffisamment de lits aux soins intensifs au départ, sans parler d'isolement ou des chambres simples. Les options de surtension, j'ai collecté ici quelques propositions. Alors là, s'il y a une surtension, il y a quelques propositions qui peuvent être faites. Mais s'il vous plaît, les solutions qu'on propose, c'est à vous de les adapter à la réalité. Ce qu'on donne, nous, c'est suite à nos expériences et à nos observations et à la collecte d'informations, les échanges avec vous, avec le collègue, on met à votre disposition des propositions et des recommandations, surtout si sont faites par l'OMS ou Africa CDC ou autres organismes internationaux fiables, et c'est à vous d'essayer de les adapter à vos réalités de terrain, tout en respectant les justifications scientifiques en vigueur. Alors, on peut ajouter des lits à une unité de soins intensifs préexistante. D'accord? On peut fournir des soins intensifs en dehors des unités de soins intensifs. Ici, chers collègues, vous vous rappelez, à Wuhan, en Chine, alors les Chinois, dans l'espace d'une semaine, je sais que la majorité des pays, même occidentaux, qui ont des ressources, ne peuvent pas y fabriquer ou mettre en œuvre ou installer des hôpitaux avec des capacités d'accueil de 10 000 lits en l'espace d'une semaine, comme ça a été fait par les Chinois. Mais on peut prévoir alors de fourniture, la fourniture de soins intensifs dans d'autres services, alors là, en dehors des unités de soins, surtout pour les patients qui ne nécessitent pas une ventilation mécanique. La centralisation des soins intensifs dans une unité de soins intensifs désignée. C'est dès le début, on va dédier un service. Le premier service de soins intensifs qu'on a, il est limité. Alors, on peut s'orienter vers un autre service et le proposer comme unité de soins intensifs. Alors là, pour centraliser les soins intensifs pour ceux qui les nécessitaient. Le triage des soins intensifs et le rationnement de ressources si les efforts de pointe sont insuffisants. Alors là, vraiment, il faut faire un triage spécifique au niveau pour les patients qui nécessitent d'être admis dans une unité de soins intensifs, aussi bien que le rationnement des ressources, bien sûr, si les efforts de pointe sont insuffisants.
Implication de l'augmentation de la capacité. Si on augmente la capacité d'accueil des unités de soins intensifs par augmentation des lits, alors là, veuillez prendre en considération qu'une augmentation substantielle de la capacité de l'unité de soins intensifs implique une augmentation non seulement du nombre de lits, mais aussi de l'équipement, des consommables, des produits pharmaceutiques et du personnel. Alors, bien que se concentrer sur le nombre de lits sans garantir la disponibilité de l'équipement nécessaire n'est pas sécuritaire, ces équipements pourraient être aussi rares et non disponibles. Alors, pour réduire la pression sur les unités de soins intensifs, alors, on peut opter pour les chirurgies électives. Alors, les chirurgies électives, on va cibler les chirurgies électives, on doit les reporter. C'est-à-dire les chirurgies à froid, alors là, peuvent être reportées jusqu'à la descente de la courbe ou le nombre de cas qui sont admis dans le service de réanimation. Les patients de faible gravité, ils peuvent être renvoyés dans d'autres zones de soins. Le service d'escalade désigné pour la récupération des patients en soins intensifs atteints de Covid pourrait encore nécessiter un isolement. Défi sur le terrain dans la pratique. Il est difficile de créer un espace d'isolement pour les patients suspects Covid nécessitant des soins intensifs. Il est difficile aussi d'assurer les soins intensifs pour les patients en isolement suite à la limitation des ressources tant humaines que matérielles. Aussi, l'autre défi, c'est de trouver le moyen d'adaptation là où on n'a pas de pavillons spécifiques au Covid-19, assurer un bon triage pour la prise de décision d'en admettre et pourquoi, bien sûr, au niveau des soins intensifs. Alors, ici, c'est la pyramide, je m'excuse, alors, des décisions. Alors là, normalement, l'élimination prévient l'entrée du SARS-CoV dans l'espace de vaccination. Substitution, c'est pour réduire le contact entre les travailleurs et le pathogène. Le contrôle technique et administratif, alors des politiques ou procédures de travail qui empêchent l'exposition des agents pathogènes. Les autres pays pour réduire l'exposition et la propagation des agents pathogènes. Et je remercie Dr Valérie, parce que là, de haut en bas, c'est plus efficace. C'est Dr Valérie qui m'a proposé l'ajout de deux diapositives. La diapositive numéro 15 que j'ai présentée est celle-ci. Dotation en personnel dans les unités de soins intensifs. Des ratios élevés entre la charge de travail et l'effectif de soins intensifs sont associés à une augmentation des infections associées aux soins et, bien sûr, la mortalité des patients. Renfort, on peut aussi opter pour un renfort avec des collègues d'autres unités de soins intensifs ou même des zones non unités de soins intensifs, intensive care unit, pourrait être nécessaire. Formation, bien sûr, ce personnel à la gestion générale des soins intensifs et au protocole spécifique de Covid. Cependant, à la mesure que la pandémie se propage, le soutien d'autres secteurs d'un hôpital ou d'un pays peut être de plus en plus rare, car chaque région commence à être débordée. L'exemple ici de JET à Wuhan, ils ont déplacé à Wuhan, ils ont amené de l'intérieur du pays 40 000 professionnels de santé. Instruction destinée aux professionnels de santé. La probabilité d'exposition au virus doit être considérée comme élevée dans toutes les unités de soins intensifs. Les mesures de précaution suivantes sont recommandées. Le personnel en contact avec les patients doit porter des uniformes, tuniques chirurgicales pendant toute la durée de leur travail fourni quotidiennement. Ils doivent porter une tunique spécifique à eux, comme le type marinière au pantalon ou la tunique chirurgicale. Le personnel doit également recevoir et porter des chaussures spéciales au travail qui peuvent être laissées à l'hôpital. À la fin du travail, du cadre de travail et après le retrait approprié des EPI, le personnel doit se laver les mains méticuleusement. Si possible, des douches doivent être disponibles pour permettre au personnel de prendre une douche avant de quitter le travail. Nettoyage et désinfection régulière des équipements électroniques tels que le téléphone portable, les bureaux et autres appareils de communication, tablettes, écrans, claviers et tout ça, en particulier lorsqu'ils sont utilisés par de nombreuses personnes. Je m'excuse. Le personnel qui prend en charge les patients atteints de Covid doit envisager les mesures suivantes lors de retour à la maison, afin de minimiser le risque de transmission à d'autres membres
du ménage ou de la famille. Ceci, bien sûr, dans les limites du possible. S'il vous plaît, il faut essayer d'observer ces mesures-là, même si vous respectez les mesures de prévention en cas d'infection et le port des EPI appropriés lors de votre travail. Alors, il doit pratiquer les distanciations physiques, se laver fréquemment les mains. Les surfaces de leur voiture, par exemple le volant, il doit être toujours désinfecté et nettoyé, désinfecté. Le membre de la famille, il doit pratiquer la distanciation physique. Il envisage de dormir dans une pièce séparée et utiliser une salle de bain s'il appartient à un groupe à haut risque ou si la personne est suspecte d'avoir contaminé la maladie. Ils doivent se laver, comme vous le savez, méticuleusement et fréquemment les mains. Ils doivent aussi pratiquer l'hygiène respiratoire. Ici, j'ai ajouté la page, vous trouvez le lien à la fin, des recommandations de l'OMS pour l'OMS a mis 3 niveaux de recommandations selon les niveaux de risque. Ceci, recommandations pour le personnel, les tâches professionnelles, le niveau de risque ici, il est très haut. Et l'exemple des tâches professionnelles qui sont à risque et l'exemple des mesures de prévention et d'atténuation. J'ai cité tout ça dans notre présentation et vous pouvez retrouver les liens à la dernière page. Pour conclure, les mesures de prévention de la transmission dans les établissements de santé en général et les unités de soins spécialisées telles que les soins intensifs sont une priorité immédiate. Ceci afin de protéger les patients et le personnel de santé, protéger le groupe à risque, ralentir la demande de soins de santé spécialisés tels que les lits dans les unités de soins intensifs, minimiser l'exportation des cas vers d'autres établissements de la santé et la communauté au sens large. Chers collègues, je viens d'achever ma présentation. Je tiens à remercier mes deux collègues, Dr Valérie et Anthony, pour la révision et les observations et les ajouts qu'ils ont fait à notre présentation. La présentation, elle n'est pas très concise, mais juste à nous donner assez d'informations qui peuvent vous être utiles. Et si vous voulez approfondir, s'il vous plaît, vous pouvez revenir aux liens qui sont les références qui peuvent vous aider à élargir vos informations. Je vous remercie et je passe la parole à Dr Valérie. Dr Valérie. Cher professeur, grand merci et ça a été une brillante présentation et nous vous en remercions. Avant de pouvoir passer à la série de questions et réponses, nous voudrions bien que notre collègue Félix Ingabire puisse faire son intervention afin que nous puissions avoir la mise à jour épidémiologique de la situation ou sur la situation épidémiologique. Merci. Merci beaucoup, professeur Valérie. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Juste pour confirmer que vous pouvez m'entendre et voir mes diapos. Oui, c'est bien visible. Notre grand avion avec les volontaires. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers présentateurs et chers participants, bonjour, je m'appelle Félix, je suis agent de santé publique à Africa CDC et je vais vous présenter la situation épidémiologique au 23 avril, donc aujourd'hui, pour la pandémie de COVID-19. Je m'excuse parce que les diapos sont en anglais, mais je vais faire ma présentation en français. J'espère qu'on pourra suivre la présentation qui n'est pas longue, qui est vraiment brève. Alors, aujourd'hui, si nous prenons les chiffres d'hier soir, le monde a connu plus de 143 millions de cas et le monde déplore plus de 3 millions de décès liés à la pandémie de COVID-19. Donc, ceci reflète le taux de létalité de 2,1%. Sur la carte à gauche, vous voyez la carte. Les couleurs en gris foncé montrent les pays qui ont enregistré plus de 1 million de cas. Et vous pouvez voir aussi ces pays qui ont enregistré entre 100 000 cas et 1 million de cas, entre 10 000 et 100 000 cas. Et puis sur la droite, ça montre les nouveaux cas de COVID-19
reportés par jour au niveau mondial selon les régions de l'OMS à partir du 7 janvier 2020 jusqu'au 22 avril 2021. Comme vous pouvez le voir sur le graphe à droite, donc la région sanitaire panafricaine a enregistré, je dirais, beaucoup plus de cas et suivi par la région de l'Europe. Et puis en mauve, c'est la région de l'Asie de l'Est. Et en vert, c'est la région de la Méditerranée orientale. Et puis en rouge, plutôt en, comment on appelle cette couleur encore, en mauve clair, pas trop foncé. C'est la région Pacifique orientale de l'OMS, la région Pacifique orientale. Et puis en rouge, c'est l'Afrique, au total de 55 pays membres de l'Union africaine. Donc, ça répertorie toutes les régions de l'OMS. Et puis, ça reflète deux semaines de... Donc, on a essayé de répéter sur 2 semaines d'intervalle. Alors, en Afrique, la situation en Afrique, aujourd'hui, au 23 avril 2021, aujourd'hui à 9h du matin, on avait enregistré, on avait reporté plus de 4 400 000 cas et on déplore plus de 119 000 morts liés à la COVID-19. Et puis, on est content que plus de 4 millions ont pu se rétablir de la maladie. Et quand on voit le nombre de morts par rapport au nombre de cas reportés, on voit que le taux de létalité s'estime à 2,7% en Afrique. Sur la carte que vous voyez à gauche, vous avez l'Afrique du Sud en rouge très foncé qui a enregistré plus de 500 000 cas de COVID et d'autres pays qui ont enregistré moins de cas qui sont montrés par les différentes couleurs que vous voyez sur la carte. Alors, si je refais ces chiffres de façon un peu détaillée, selon les régions de l'Afrique, ce tableau montre la situation de la COVID-19 par les régions de l'Union africaine. Vous savez, nous avons 5 régions, la région centrale, la région de l'Est, la région du Nord, la région du Sud et la région ouest africaine. Et dans la région, donc au total, hier, le 22 avril, on a reporté plus de 584 cas. Et hier, on a déploré plus de 253 morts. Et heureusement, 4 972 cas ont pu se rétablir. Et au total, comme je disais, l'Afrique a enregistré plus de 4 400 000 cas avec plus de 119 000 morts, ce qui fait le taux de létalité de 2,7. Vous pouvez voir, selon les régions, la région de l'Est, hier, a enregistré plus de cas avec 3 247 cas, et suivi par la région du Sud, qui a enregistré plus de 2000 cas, donc 2013 cas. Je peux juste vous laisser explorer le tableau pour quelques secondes. Et on passe au diapo suivant. Alors, le diapo suivant, c'est le nombre de nouveaux cas reportés par 1 million de population par jour par les États membres de l'Union africaine. Quand on regarde par million de population, on a 4 pays qui ont enregistré plus de 100 cas par 1 million de personnes par jour.
Et puis, on a 4 pays qui ont enregistré entre 50 et 100 cas par million de population par jour. Et nous avons 27 pays qui ont enregistré moins de 5 cas par million de population par jour. Donc, les différentes couleurs représentent ces pays qui ont, selon les nouveaux cas par million de population par jour. Et quand on zoome un peu sur le taux de létalité par pays ou par État membre de l'Union africaine, on voit que 4 pays, 4 États membres reportent plus de 5%, le taux de létalité supérieur à 5%. Et puis, 18 pays reportent un taux de létalité entre 2,2 et 5%. Nous avons 23 pays qui reportent entre 1 et 2,2% comme taux de létalité. Et nous avons nous avons 10 pays qui reportent moins de 1% comme taux de létalité. Et nous avons un pays qui ne reporte pas dont on n'a pas les données maintenant. Alors, ces diapos montrent le nombre total de tests COVID qui ont été faits en Afrique à partir du 14 février. Vous vous rappelez que le 14 février 2020, c'est là où le premier cas a été enregistré, jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'Afrique a reporté plus de 43 millions de cas, plus de 43 millions de tests faits. Et quand on voit le nombre total de cas qu'on a eu, comparé au nombre de tests, on voit qu'on fait 9,6 tests par cas reporté. L'idéal, c'est d'avoir au moins 10 ou supérieur. Et parmi les cas qu'on a testés, 10,3% ont été positifs. Donc, le taux de positivité des tests s'évalue à 10,3% pour les tests qui ont été faits en Afrique. Maintenant, si on examine bien le taux de positivité des tests qui ont été faits dans les différents pays membres, on voit que les 10,3% que j'ai juste présentés, si on essaie de les voir à la loupe, on voit qu'il y a 15 États membres qui ont reporté un taux de positivité de test qui est supérieur à 10%. Et puis, nous avons un pays où le test de positivité de test se situe entre 7 et 10%. Nous avons 18 pays qui ont reporté le taux de positivité des tests entre 2 et 7%, et 9 qui ont eu un test de positivité inférieur ou égal à 2%. Mais ici, on a beaucoup de pays, on a 12 États membres qui n'ont pas pu nous partager cette info sur le taux de positivité. Et avec ça, je conclue cette présentation. Je vous remercie pour votre aimable attention. S'il y a une réflexion ou une question, on peut toujours en discuter. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher collègue Félix. Et merci beaucoup au prof Chedli Azouz. Et nous redisons que parmi les panélistes de ce jour, nous avons Danike, professeur Danike, qui est donc de CDC États-Unis. Et nous avons aussi le professeur Babacar Ndia, qui est de ICAL, mais tout aussi de l'OMS Afro. Ils sont donc les bienvenus. Ils vont nous aider à pouvoir donc travailler ensemble avec le prof Chedli. Il y a aussi Anthony de ICANN et de l'OMS aussi, qui est aussi parmi les panélistes. Chers collègues, cela étant dit, nous allons passer à la série donc, des questions et réponses. Nous disons tout de suite que les plages ou la présentation ou les présentations seront partagées avec les participants à partir de leur adresse email.
nous allons donc co-gérer cette discussion ensemble avec Anthony Twyman. Et pour la première question qui nous vient, elle vient de la part de Mathurin Aswan qui nous dit ceci. Comment utiliser les gants tout en évitant à ce qu'ils soient vecteurs de COVID-19 et ne pas aggraver la contamination? Nous passons d'abord cette première question au professeur Chedli et les collègues pourraient aussi rajouter. Merci beaucoup, professeur, à vous. Il y a un peu d'écho, je n'ai pas bien saisi la question. La question dit comment utiliser les gants tout en évitant de les faire vecteurs de COVID-19 et ne pas aggraver la contamination. Merci. Bon, je vous en prie. Je remercie le collègue pour la question qu'il a posée. C'est une question importante qui nous ramène au principe d'usage des équipements de protection individuelle, dont les gants et dans des items utilisés. Il y a des principes pour l'usage des gants, pour que les gants soient un moyen de prévention et non pas un moyen de contamination ou un moyen d'acheminement ou un véhicule de micro-organismes. Bien sûr, ces principes ils sont très simples. Il faut se laver les mains, les bien séchées avant de porter les gants. Il faut vérifier la qualité et l'intégrité des gants. Normalement, une paire de gants par patient. Normalement, une paire de gants par soin. D'accord? Alors, entre les patients, il y a quelques recommandations. Il y a des recommandations. Je ne sais pas si professeur Boubacar, Anthony et Danica sont d'accord avec moi. Il y a quelques pays même qui ont recommandé, si les gants ne sont pas souillés avec des liquides biologiques, on peut les désinfecter avec une solution hydroalcoolique et continuer. Personnellement, je suis pas très chaud pour ça. Sinon, la réponse à la question de notre collègue, c'est le respect des principes de base, c'est laver les mains avant de porter, c'est laver les mains après avoir porté les gants, une paire de gants, ça veut dire un soin, un patient, normalement enlever correctement les gants et les placer dans une poubelle spécifique à ça. À vous, sinon, je ne sais pas si les collègues ont des ajouts. Merci beaucoup, chers collègues. Voudrez-vous bien rajouter, enrichir à ce que le prof a dû présenter? Merci. Je ne sais pas si Valérie, est-ce que tu vois les mains levées? Valérie, est-ce que tu vois les mains levées? J'ai vu une main levée maintenant. Je vais pouvoir en tenir compte. Merci. OK, d'accord. Est-ce que je peux dire un mot? Oui, bienvenue, prof. Oui, juste pour compléter notre ami Chedli, je voudrais dire que c'est une question qui est assez compliquée à répondre en 2 mots. Mais pour simplifier, je peux dire qu'il faut connaître l'indication des gants. Et les indications des gants, les maladies où il est recommandé de mettre en œuvre des précautions générales. Donc, fait partie de cela. Et le deuxième aspect, toujours parmi les recommandations pour porter des gants, éviter en tout cas, à chaque fois qu'on veut éviter un contact avec les liquides biologiques et les muqueuses. Et le deuxième aspect de la réponse, c'est qu'il y a un protocole pour enlever les gants. Il faut connaître ces protocoles. Donc, il faut être formé pour ça. Voilà ce que je voulais tout simplement ajouter. Merci. Merci bien, professeur Babacar. Merci bien, professeur Chedli. J'aurais aimé que les collègues continuent à poser des questions. Je n'en vois pas beaucoup. Je n'ai vu qu'une seule question jusque-là. On peut avancer la présentation? Oui, professeur, allez-y. On peut faire la deuxième présentation et cumuler les questions, le temps que le collègue... Oui, il y a une question pour Africa CDC.
Docteur Valérie, votre son est coupé. Vous pouvez bien me la lancer. Il y a eu une coupure de mon côté. Je vais essayer de pouvoir retrouver donc cette discussion-là. Ici, je passe vite à une question qui nous dit comment savoir que le masque est réellement protecteur compte tenu de la pollution des firmes de fabrication. Donc, la question est la suivante. Numéro 1, comment savoir que les masques sont réellement protecteurs compte tenu de la pollution des firmes de fabrication? Et la deuxième question, quel est le rythme de nettoyage donc des USI, des unités de soins intensifs? Merci beaucoup. Oui, je vous remercie. Je peux répondre à la première et je laisse peut-être le collègue aussi répondre avec moi pour les autres questions. Le rythme de nettoyage, bien sûr, il est recommandé de le faire dans les structures sanitaires au moins 2 fois par jour et j'ajoute bien, et chaque fois que c'est nécessaire. Pour les unités de soins spécialisées, bloc opératoire, unité de soins intensifs, hémodialyse, alors là, les unités de soins intensifs, alors le rythme, il est le même 2 fois par jour, mais plus spécifiquement, il faut qu'on donne un rythme de nettoyage aussi à chaque fois que c'est nécessaire dans chacune des boxes ou des places où il y a eu des procédures générales aérosols, où il y a eu des soins, où il y a eu contamination avec liquide biologique. Alors là, à chaque fois, il y a eu des soins. Normalement, on doit assurer un nettoyage après avoir que le soignant, le médecin ou l'infirmier ou autre personnel a pratiqué des soins. D'accord? Alors, je ne sais pas si le collègue a une note à ajouter ou à prendre la deuxième question. Oui, je vais faire un commentaire, mais c'est une discussion qu'on peut avoir. Donc, je vais faire un commentaire par rapport à comment assurer que les masques protègent vu la contamination qui peut être visible dans les firmes pharmaceutiques qui fabriquent les masques. Ici, je voudrais dire que normalement, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques industrielles ou les bonnes pratiques de fabrication. Et c'est quelque chose qui est suivi régulièrement et de façon très rigoureuse. Donc, si les firmes fabriquent les masques, il y a des institutions de contrôle et pour s'assurer que les pratiques de fabrication sont conformes aux normes internationales d'assurer la propreté des produits finis. Donc, pour moi, ça pose pas vraiment un grand souci parce que les firmes qui fabriquent les masques, les firmes qui fabriquent les produits pharmaceutiques et d'autres produits de santé comme le diagnostic et les vaccins sont suivis de façon très rigoureuse pour assurer que les bonnes pratiques de fabrication, les bonnes pratiques industrielles sont suivies et pour assurer que les produits finis qui en sortent sont de qualité et de sécurité attendue. Donc, pour moi, je dirais que le risque est vraiment minime, voire presque zéro. Merci beaucoup donc pour cette contribution. Je ne sais pas si un des panélistes pourrait rajouter. Cela étant, nous allons passer, et cette question, elle est sur les données épidémiologiques. Elle dit ceci: quelle est la variation des données de ces pays qui ont accepté et donnent le vaccin? Quelles sont les variations donc des données donc par rapport au cas et par donc l'impact donc dans les pays qui ont accepté de pouvoir administrer le vaccin ou qui donnent déjà le vaccin? Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est une bonne question. Comme vous savez, beaucoup de pays en Afrique ont commencé la vaccination massive contre COVID-19 et c'est quelque chose à féliciter les États membres de l'Union africaine, quelque chose à encourager et quelque chose à supporter, quelque chose à... Il faut y participer pour que le maximum de personnes puissent être vaccinées. Bon, ça c'est la première partie de mon commentaire.
Alors, par rapport à la variation des données pour les cas, pour les tests et pour les autres données que l'on suivit au niveau d'Africa CDC, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire, mais les résultats sont vraiment préliminaires. On n'a pas, à ce stade, je ne suis pas en mesure de vous dire donc, les données de la situation par rapport au cas quand on les analyse en les mélangeant ou en les prenant avec la vaccination. La tendance, selon les données de ce matin, c'est que on observait une petite diminution des cas dans beaucoup de pays, sauf dans certains pays de l'Est de l'Afrique. Mais pour dire que ceci est dû à l'impact de la vaccination ou aux autres paramètres, je ne suis pas en mesure de le confirmer maintenant. C'est quelque chose qu'on va suivre et peut-être dans nos webinaires conséquents, dans les semaines à venir, quelque chose qu'on pourra explorer quand on aura les données les données fiables qu'on peut confirmer et qu'on peut partager à propos de la variation des cas et de positivité des tests dans ces pays où la vaccination contre le Covid a commencé. Je me résume par ici. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Nous allons aller très vite parce que le temps est déjà très avancé. Et ici, il y a une bonne portion que nous devions évoquer sur l'expérience de Burundi, que le professeur Azouz devait bien nous présenter pour que nous puissions essayer de pouvoir enrichir ceci. Mais permettez, avant de pouvoir rentrer donc à cela, que nous puissions parler très rapidement d'un aspect intéressant qui nous est posé ici. C'est par rapport donc à l'utilisation donc des gants. D'abord, mentionnons tout de suite que notre collègue Pierre Cario a dû poster un lien qui nous permettrait de pouvoir voir comment nous pouvons bien utiliser aussi les gants dans notre boîte de causerie ou bien d'échange. Ici, il y a une petite question qui nous vient, une bonne question plutôt, qui nous vient de Valérie Nadège qui dit ceci. Mon inquiétude et ma question est de savoir comment les pays en voie de développement peuvent s'en sortir car les unités de soins de COVID ne répondent à aucune norme telle que présentée. Pas d'électricité, pas de respirateurs, pas de personnel suffisamment formé. Oui. Professeur? Oui, j'ai vu sa question, et j'étais même en train de réfléchir par rapport aux observations que j'ai fait réellement sur le terrain. Vraiment, ce qui est dit, il y a des principes scientifiques, il y a des normes, il y a des standards à observer. Mais ça ne veut pas dire que par manque des standards ou limitation des moyens, qu'on ne va pas prodiguer des soins spécifiques aux patients. D'accord? Alors, si dans une ville, dans un hôpital, dans un pays quelconque, dans une région quelconque, en Afrique, alors on doit rendre disponible le minimum de moyens pour assurer le meilleur soin sécuritaire possible pour les patients qui viennent nous consulter ou solliciter service. Autre chose, le problème réel parfois, c'est la façon de gérer un hôpital ou de gérer une unité de soins intensifs. Parfois, c'est le changement des habitudes, c'est l'adaptation, c'est l'adoption plutôt de meilleures pratiques en matière de prévention, contrôle d'infection, qu'on peut prodiguer des soins sécuritaires. L'observation de la collègue, elle est vraie. Il y a un manque de moyens, soit de ressources financières ou de personnel assez formé en matière de soins intensifs, mais je crois qu'il est à l'heure actuelle, avec la disponibilité de l'Internet et de documents numériques et autres, on peut avoir le minimum d'informations qui peuvent nous permettre d'assurer au moins des soins
pour les patients qui nous consultent. Je ne sais pas si les autres collègues veulent ajouter quelque chose à vous, Dr. Valérie. Merci beaucoup. Oui, chers collègues, Daniké, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre, professeur Boubacar et Anthony? Oui, Valérie, c'est Anthony. Peut-être je veux juste ajouter une chose, c'est qu'avec la PCI, ce que nous voulons, c'est le changement de comportement et ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est-à-dire que même si les gens ne respectent pas les normes maintenant, peut-être ça va changer dans l'avenir. Donc, on doit continuer de plaidoyer avec les gens, de renforcer les bons messages, de donner les formations quand c'est possible, utiliser les moyens que vous avez pour faire ce que vous pensez est le meilleur choix et de renforcer ça chaque fois parce qu'on ne peut pas arrêter, même si les gens ne font pas. On doit continuer, même parce que la PCI, c'est un jeu qui va durer pour longtemps parce que l'objectif, c'est le changement de comportement et ça prend beaucoup de temps et on ne peut pas oublier ça. Tout le monde ici qui font partie de le webinaire, même les panélistes, vous êtes les leaders dans le domaine de la PCI et c'est quelque chose que nous travaillons tous ensemble pour changer. Merci. Merci beaucoup, professeur. Plusieurs questions sont en train de fuser. Ici, c'est un de nos collègues qui demande est-ce que les moyens que nous utilisons pour pouvoir ventiler une salle, notamment l'utilisation de ventilateurs, cela ne constitue pas-il un moyen de diffusion ou de propagation de COVID-19? J'ajouterai d'autres maladies. Cher prof? Oui, malheureusement, ça va prendre beaucoup de temps. On a fait une présentation spécifique à ça et on a donné tout le détail, même comment utiliser le ventilo, c'est-à-dire en dehors d'une ventilation mécanique, alors ventilation naturelle, comment on peut se faire. Il y a beaucoup de détails à donner et j'ai peur que ça prend beaucoup de temps. C'est vrai, il y a des mesures de prévention et contrôle d'infection spécifiques à l'aération qu'on doit observer pour contrôler les infections. Et il y a toute une présentation qui a été faite avec des détails spécifiques à ça. Je ne sais pas si le temps le permet, parce que vraiment, c'est une grande parenthèse, Dr. Valérie. Vous pouvez juste donner une synthèse de façon à ce que nous puissions revenir éventuellement aux moyens de ventilation intérieure ou bien dans nos formations sanitaires dans une autre présentation qui pourrait être proposée. Merci, prof. Pardon, je n'ai pas bien saisi. La présentation elle est disponible sur le site Africa CDC avec tous les détails. Le collègue il peut se référer. Merci beaucoup, prof. Je vous en prie. C'est une bonne. Alors, on dit ici, compte tenu du mode d'administration du vaccin, est-il nécessaire de porter systématiquement les gants? Oui, si je peux commencer et mes autres collègues, si tu peux ajouter, j'avais mis dans le chat box un lien pour une infographie qui vient d'OMS pour les recommandations pour la PCI dans le contexte de la vaccination de COVID-19. Les gants ne sont pas nécessaires pour l'administration de le vaccin de COVID-19. Ce qui est recommandé, c'est de laver les mains entre chaque patient et c'est suffisant. Dans le cas où peut-être, je ne sais pas, peut-être il y a un pansement là où bon, il y a une blessure, quelque chose sur le bras, peut-être c'est nécessaire avec les gants à ce point-là, mais normalement, dans le cas de la vaccination normale, il n'y a pas nécessaire de porter des gants. Merci. Professeur Babacar, j'ai vu votre main levée. Oui, j'ai levé la main depuis longtemps avant qu'Anthony ne prenne la parole. Je ne savais pas si c'était lui qui avait posté cet important lien sur la PCI et la vaccination. En fait, je voulais en parler avant parce que c'est une préoccupation pour nous à Afro. On s'est rendu compte que la majorité des pays ont commencé à se ruer vers la vaccination sans impliquer les équipes PCI. Or, la vaccination, c'est une opportunité de rassemblement qui peut donc être source d'infection. Alors, nous sommes en train de finaliser des outils.
D'abord, il y a un outil au niveau national qui permet d'encourager les équipes nationales à intégrer notre pays dans la vaccination. Et là, nous sommes en train de finaliser une sorte de checklist consistant à tout un volet PCI dans les centres de vaccination. Donc, bientôt, nous allons venir vers vous, mais dès à présent, nous vous insistons au niveau de tous les pays, la PCI dans les équipes chargées de mener la vaccination. Merci. Merci beaucoup, Prof. Une question rapidement sur les types de masques. Ici, notre collègue dit que chez nous, nous rencontrons actuellement des masques que nous pouvons appeler de commercial ou qualifier de commercial ou commerciaux au lieu de médicaux. Quel est votre avis dessus? Merci. Oui, pour le masque aussi, on a fait une présentation sur ça. Il y a des recommandations de la part de l'OMS. Alors, en dehors de masques destinés pour les soignants, que ce soit des masques médicaux ou chirurgicaux qu'on appelle, ou les respirateurs N95 ou le FFP2, c'est-à-dire il y a des masques qui sont fabriqués à partir du tissu et normalement, les masques doivent être d'au moins deux couches, 2 à 3 couches, et doit avoir des spécificités par rapport à la taille et par rapport aux matériaux qui sont utilisés. Oui, on peut utiliser ces masques-là dans la communauté. On peut utiliser ces masques-là dans la communauté. Déjà, beaucoup de pays encouragent, ils sont disponibles partout dans le monde, sauf que ces masques-là doivent être fabriqués selon les recommandations de l'OMS et d'autres organismes internationaux comme CDC Atlanta et après CDC, avec les 2 couches, 2 à 3 couches de tissu et avec des dimensions adaptées et avec des lacets adaptés. Merci à vous. Une autre question vient rapidement qui nous pose la question de savoir, est-ce que, je crois que c'est une question à adresser à l'OMS, est-ce que l'OMS ne peut-il pas prendre en charge l'installation des points focaux PCI au niveau de différents districts? Ça, c'est une question donc subsidiaire. Je crois que c'est une question qui doit aller normalement à l'OMS. Et je crois peut-être les collègues qui ont travaillé à l'OMS ou qui travaillent à l'OMS peuvent donner éventuellement une orientation parce que la question va aussi dans le sens d'Africa CDC et ICANN. Si généralement nous pouvons donc élargir cela, est-ce que les partenaires peuvent-ils appuyer l'installation des points focaux PCI au niveau des différents pays? Merci. Juste si vous permettez, il y a une observation de la part du professeur Pierre Cariou. Elle est vraie. C'est que le service de soins intensifs, bien qu'on a dit qu'ils sont limités, alors il a dit que les services de soins intensifs en Afrique sont souvent sous-équipés, mais plusieurs pays font des efforts, ils ont fait même des efforts depuis la pandémie Covid-19 en achetant plus de matériel, en formant plus de personnel. Alors les progrès sont longs, mais ils sont réels. C'est vrai la constatation et le partage. Merci, cher ami Pierre. À vous, Valérie. La question donc a été posée. J'aimerais bien que le prof Pierre puisse prendre aussi son intervention particulière. Ici, je demanderai à Anthony si le micro du prof Pierre pourra être ouvert à un moment après que l'on a répondu à cette question de savoir si les partenaires Africa CDC, ICANN, OMS peuvent bien financer l'installation des points focaux dans les différents pays. Merci. Merci Valérie. Bon, je peux commencer. Et s'il te plaît, Pierre, si tu peux répondre aussi dans le chat box parce que bon, tu travailles avec la région d'Afrique. Mais normalement, ce que nous faisons au niveau de HQ, c'est de renforcer la capacité des personnes pour être les points focaux. On n'a pas vraiment les finances pour installer des points focaux partout dans les pays de chaque région de OMS, mais ce que nous pouvons faire, c'est d'offrir des ressources pour améliorer la capacité des gens pour faire ce job. Des fois, avec quelques projets où nous faisons un peu de mise en œuvre, oui, c'est vrai, dans ces cas-là, peut-être on peut financer
des personnes dans des différents rôles. Mais principalement, ce n'est pas l'objectif d'OMS. Là, c'est plutôt sur les standards, les politiques, les lignes directrices et aussi les paquets pour les formations et aussi la capacité des personnes dans le rôle de la point focal. Mais peut-être mes autres collègues peuvent ajouter ici et je vois que Pierre est en train d'écrire quelque chose dans le chat box à propos de ça. Merci. Merci bien, Anthony. Un autre panéliste, je demanderai l'assistance d'Anthony ici. Le chat box, mon chat box a été rapidement vidé par l'interruption de la connexion à un moment donné. Si vous pouvez aussi m'assister par rapport à prendre quelques interventions qui sont là-bas. Mais tout de suite, j'aimerais bien poser la question de savoir, est-ce qu'on pourrait utiliser des systèmes de refroidissement des salles? Donc, en termes de climatisation, c'est une question assez spécifique. Je sais que Prof a renvoyé les collègues vers une bonne présentation qui a été donnée, qui est au niveau d'Africa CDC. Donc, le système de refroidissement des salles, au moment où des patients, des malades ont besoin d'air, pouvons-nous utiliser cela? J'aurais aimé que de façon spécifique, une réponse soit donnée donc aux participants. Et une toute dernière question, professeur, c'est celle-là de savoir quel est votre avis par rapport au processus de pouvoir d'abord décontaminer le matériel avant de pouvoir aller à la stérilisation, de pouvoir nettoyer le matériel avant de pouvoir aller à la stérilisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Merci bien. Merci. Je réponds à la première question et je laisse aussi la chance à mes collègues aussi s'ils peuvent contribuer avec moi. Alors, par rapport à l'usage de la climatisation, on a parlé de ça aussi, il y a toute une présentation sur ça dont ils peuvent se référer au webinaire où on a parlé de la prévention des infections aéroportées. Alors, par rapport au climatiseur, on a dit si c'est un climatiseur split ou le monobloc, il recycle l'air de la chambre, c'est-à-dire il ne renouvelle pas l'air. Alors, ces systèmes de climatisation, je réponds, le split, les deux unités, c'est-à-dire le compresseur est dehors et la ventilation à l'intérieur, ou le monobloc en une seule unité, alors il recycle l'air de la chambre et là, ça comporte un risque de contamination s'il y a disons, plusieurs personnes dans la salle ou risque d'entrée d'une personne qui est malade. D'accord? C'est le principe. Mais dans le cas du système de refroidissement ou de chauffage central avec des filtres, alors là, il y a un système de recyclage de l'air. C'est-à-dire, l'air, ça rentre, ça se refroidit ou ça chauffe, ça passe à l'intérieur. Il y a un système d'aspiration, c'est-à-dire il y a un cycle de renouvellement de l'air. Et ce système d'aération avec climatisation froid ou chaud, alors là, il est sécuritaire. D'accord? À condition que les filtres soient fréquemment changés et contrôlés par, c'est-à-dire de qualité, en premier lieu des filtres de qualité, et changés fréquemment par le professionnel de maintenance. Merci à vous. Chers collègues, Daniké, par rapport à la stérilisation, la question de savoir quel est votre avis par rapport donc à cette décontamination qui doit bien précéder, ou mieux dire, c'est le nettoyage qui doit bien précéder la désinfection et la stérilisation. Quel est votre point de vue là-dessus? Je crois qu'elle s'est coupée. Elle n'est plus encore connectée. Je peux répondre si vous voulez. Je vous en prie, ou Prof Babacar ou Anthony. Prof pourra renforcer. Oui, merci. Prof Babacar demande la parole. Allez-y, professeur. Excusez-moi, j'étais en mute. Les avis sont partagés en fonction des pays, en fonction des sociétés savantes. Hein. Quand je parle de la France, par exemple, ils demandent une décontamination. Par exemple, quand vous utilisez votre matériel qui a été souillé, il faut tremper dans un liquide de décontamination avec un désinfectant. Par contre, il y a des pays où
il faut nettoyer. Donc, c'est ouvert. Hein? En tout cas, en France, la Société française d'hygiène demande une décontamination préalable. À l'OMS, je ne suis pas sûr, il y a eu des avis différents. Je sais pas très bien quels sont. Je maîtrise mieux dans ce cas les recommandations de la Société française que les recommandations de l'OMS. On va peut-être demander à Anthony quelle est la position de l'OMS dans cela. Pour l'OMS, oui, Anthony? Anthony? Sinon, je réponds. Oui, allons-y. Allez-y. C'était difficile d'entendre Prof. Babacar, Oui. donc je n'ai Oui. pas bien compris ce qu'il a dit. Peut-être, Chadli, si vous avez compris, vous pouvez. Oui. Voilà. Pour l'OMS, c'était clair, depuis 2016, il y a eu des recommandations spécifiques. Et déjà, comme l'a dit le professeur Boubacar, il y a quelques ambiguïtés entre quelques sociétés savantes, mais généralement, dans les pays anglophones, le Canada, on parle de décontamination. Et la décontamination de matériel, l'OMS aussi a fait les mêmes recommandations que ces pays-là. La décontamination comporte le nettoyage. Alors, il y a des étapes pour le traitement de matériel réutilisable. Alors, ce matériel-là doit être lavé. Ensuite, on peut opter pour deux éléments. Il y a, selon la sensibilité du matériel, on peut opter soit pour la désinfection, soit pour la stérilisation. Mais l'immersion du matériel chirurgical dans des solutions du type Javel ou autre, c'est vraiment ne plus recommandé. La première chose, pourquoi? Parce que ces récipients où il y a un antiseptique ou un désinfectant, alors la charge bactérienne avec la succession d'immersion de matériel infecté, la charge bactérienne va être supérieure aux éléments actifs comme le cas de chlore. Et le chlore devient un moment inactif et ces récipients ou ce conteneur dans lequel on veut désinfecter le matériel après nettoyage ou même avant nettoyage, alors on va les infecter plus. Alors, il n'est pas recommandé de contaminer le matériel avant ce nettoyage. La première étape, c'est le nettoyage, lavage avec un solvant liquide. Ensuite, rinçage. Et après le rinçage, on peut opter au moyen de stérilisation ou des désinfections spécifiques à la nature et la sensibilité du matériel. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur. J'aimerais bien rajouter, avant de continuer, que le processus de décontamination consiste à enlever un contaminant sur une surface donnée ou sur du matériel. Et il comprend ainsi, comme le prof l'a dit, le nettoyage, la désinfection et la stérilisation. Il y a des choses qui nécessitent ne fût-ce que le nettoyage, vu leur nature. Il y a des choses qui nécessitent donc de pouvoir faire nettoyage puis désinfection, parce qu'on ne peut pas désinfecter sans avoir nettoyé pour diminuer, tel que le prof a dit. Et pour passer à la stérilisation, il est très important de commencer d'abord par le nettoyage, la désinfection et puis la stérilisation. Donc, c'est très important l'utilisation du mot décontamination, compris comme nettoyage. Le prof y a répondu, mais tout le processus, tout ce que nous avons comme étape ici consiste en réalité en une décontamination. Cela étant, nous allons bientôt chuter. Il y a une question et on assiste à une PCI OMS, une PCI UNICEF dans certains pays. Pouvez-vous faire un commentaire autour de ça? Et puis, il y a la question sur la climatisation qui va venir parce qu'il y a des collègues qui rajoutent. On va pouvoir donner leur ajout dans les boîtes de discussion. Oui, professeur, s'il vous plaît, oui. PCI, UNICEF, PCI, OMS, qu'en dites-vous? Oui. Oui. Vraiment, merci pour le collègue qui a soulevé ce point-là. Et
fréquemment lors de la riposte, que ce soit de l'épidémie Ebola ou les préparatifs, preparedness, ou dans le cadre du Covid, que ce soit en RDC, que ce soit en Guinée, au Libéria, dans d'autres pays. On a fait souvent face à ces problèmes-là. Et ce problème, le collègue UNICEF et le collègue OMS, avec mes respects, il manque une certaine collaboration. L'aspect WASH des collègues UNICEF, à l'origine, il cible plus la communauté que les formations sanitaires. Tandis que pour les collègues OMS, quand on parle dans le contexte ou dans le cadre de la PCI, il y a parmi les 8 composantes du programme PCI de l'OMS, il y a la composante aussi WASH. Mais c'est l'eau, l'hygiène et l'assainissement spécifiquement aux formations sanitaires. Et de là, l'aperçu et l'approche, elle est plutôt scientifique médicale que communautaire. Normalement, il y a une seule PCI. Il y a une seule PCI et normalement, il y a un seul référentiel. Par exemple, on voit le collègue Médecins sans frontières, ils ont leur cadre de référence PCI, il est le même, il est unifié que celui de l'OMS. Normalement, il y a une seule PCI et normalement, du moment où on est sur terrain avec deux collègues UNICEF, on doit s'asseoir et se mettre d'accord sur les grandes lignes. Alors, il y a des référentiels spécifiques à la PCI, qui sont les référentiels OMS, et il y a des référentiels spécifiques à la dimension WASH qui sont plus approfondis par l'UNICEF. D'accord? Alors, malheureusement, ce conflit qu'on le voit souvent, il est dû à non-communication avec les acteurs sur le terrain quand ils commencent leur activité. Normalement, si j'arrive par exemple à l'Équateur ou en Guinée, je sais pas où, dans quel pays, au Burkina Faso ou autre, alors il y a une activité à faire avec le collègue UNICEF, on doit se mettre d'accord sur notre plan et de travail et on doit ensemble avoir, parce que les standards et les critères, ils sont les mêmes. Les collègues, ils peuvent voir, il y a un site OMS, UNICEF, WASH. Il y a un site spécifique OMS, UNICEF, WASH, sur lequel vous trouvez qu'on a les mêmes, il y a un même programme, il y a les mêmes orientations, il y a les mêmes recommandations. C'est le problème, c'est que manque de combination et coordination sur le terrain qui met en valeur ces conflits-là. Sinon, il n'y a pas de différence. La PCI, c'est la PCI et la dimension WASH, que ce soit communautaire ou dans les formations sanitaires, les standards, ils sont connus, ils sont les mêmes. Merci à vous. Merci beaucoup, chers collègues. Nous avons dépassé de 4 minutes cette présentation ou bien cette session. Nous disons merci à tous les panélistes, à tous les participants et nous disons aussi merci donc pour ce travail abattu. Nous allons remettre la parole à Anthony pour les perspectives de la semaine prochaine ou des semaines qui viennent, d'autant plus que nous, on devrait avoir une pause comme les amis. À vous, Anthony, pour les remarques finales. Merci à tous. Et nous allons passer après dans notre télégramme pour les questions non répondues et les préoccupations non répondues. Merci, Dr. Valerie, et merci tout le monde pour votre participation aujourd'hui et aussi à mes collègues qui ont fait les présentations, prof. Il y aura une petite pause pour les webinaires pour l'instant parce qu'on est en train de faire le nouveau programme et ça viendra bientôt. Donc, restez en contact avec nous et nous partageons les flyers quand ils sont prêts. Mais cette semaine, c'était la dernière de la série, mais les autres viennent. Hein? Ça c'est sûr. Mais juste donner un peu de temps pour créer les séries pour la prochaine. Donc, on va t'envoyer un email sur ça quand c'est prêt. Ça vient de Susan à Africa CDC. Et puis, on reste en contact et nous serons ensemble bientôt. Merci tout le monde pour aujourd'hui et bon week-end. Vous permettez, Anthony? Ah, allons-y. Oui, s'il vous plaît, juste mes excuses pour beaucoup de collègues burundais
qui sont en ligne. Ils s'attendaient à la présentation. Mais malheureusement, le point focal PCI qu'on a contacté au ministère et avec qui on a révisé la présentation, elle avait un empêchement et peut-être ça sera ajourné pour une autre occasion. Vraiment, je suis désolé et la présentation elle est prête peut-être pour une prochaine fois. Merci à vous. Merci, Prof. Merci tout le monde et bon week-end. Merci, bye bye. Bye bye.